Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la désignation du Premier ministre Bruno Tshibala par le président Joseph Kabila est une entorse à l'accord du 31 décembre 2016. C'est ce qu'ont affirmé ce vendredi les évêques de la conférence épiscopale nationale congolaise. Ils craignent davantage de retard dans l'application du calendrier électoral. Voilà 6 mois que la CODER, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, a été créée au Burkina Faso. Sur le terrain, l'heure est donc au bilan. Quel est-il? Élément de réponse dans ce journal. Et si Bagné Gold déclare la guerre aux mineurs illégaux en Afrique du Sud, l'entreprise spécialisée dans l'extraction d'or a mis en place un système de haute sécurité pour combattre ce fléau qui entraîne près de 20 milliards de rands de pertes par an. Mais d'abord, au Sénégal, c'est la fin de la période de révision partielle des listes électorales. Ce dimanche 23 avril se clôturent les inscriptions pour obtenir une carte biométrique et voter aux législatives du 30 juillet 2017. 5,8 millions, c'est le nombre de Sénégalais qui se sont inscrits depuis le début des opérations. En République démocratique du Congo, la conférence épiscopale nationale dénonce la persistance de la crise politique. Pour les évêques, la désignation du Premier ministre Bruno Tshibala est une entorse à l'accord du 31 décembre 2016, une déclaration qui alimente davantage les discussions autour de cette nomination. Deogracia Sokpodo. La conférence épiscopale nationale en République démocratique du Congo, CENCO, craint une situation pouvant retarder davantage la tenue de la présidentielle, prévue au plus tard en décembre 2017. Se prononçant vendredi 21 avril sur la récente nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre par le chef de l'État Joseph Kabila, l'épiscopat congolais a dénoncé une entorse à l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour la CENCO, la rencontre entre le chef de l'État et le chef de la délégation du Rassemblement dans les négociations était impérative avant le choix de l'actuel chef de gouvernement. La majorité avait posé des conditions comme quoi la nomination du Premier ministre ne pouvait intervenir qu'après la signature de l'arrangement particulier. Et donc, à partir du moment où les modalités de nomination du Premier ministre n'avaient pas été précisées, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un accord qui s'est dégagé sur comment nommer le Premier ministre. Et à partir de ce moment-là, une nomination qui ne s'insère pas dans le cadre de ce que les arrangements particuliers devaient prévoir n'est tout simplement pas régulière. Je crois que c'est là qui fonde la position de la CENCO. Selon les termes de l'accord politique du 31 décembre 2016, le président Joseph Kabila devait rencontrer Félix Tshisekedi, qui a pris les rênes du Rassemblement en sa qualité de chef des négociateurs de l'opposition. La rencontre n'a jamais eu lieu, mais Bruno Tshibala a été nommé. La CENCO se plaint aujourd'hui de la léthargie concernant la décrispation politique convenue lors des négociations directes. La mission de la CENCO, la mission des bons offices, a pris fin. Aujourd'hui, il n'y a aucun Premier ministre, mais difficile pour un Premier ministre d'avoir l'unanimité de toute l'opposition, de tous les individus membres de l'opposition. Chacun est libre d'évaluer, d'apprécier la compétence, la popularité du Premier ministre. Mais il est Premier ministre désigné et nommé conformément au processus mis en place par l'accord. Bruno Tshibala a été nommé Premier ministre le 7 avril 2017, quelques jours après avoir été exclu du rassemblement de l'opposition. Pour de nombreux Congolais, sa nomination traduit la persistance de la crise et le refus des différents acteurs d'œuvrer pour un dénouement pacifique. Au Burkina Faso, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale fait son bilan 6 mois après sa création en octobre 2016. Et pour la majorité de ses membres, il est plutôt positif. Reportage de Jean-Paul Rodrigo. 6 mois après la création de la CODER, l'heure est au bilan pour ses membres. Un bilan que la coalition juge satisfaisant, et ce, malgré la volonté naissante d'une partie de la société civile qui réclame sa dissolution. L'action de la coalition, à en croire son président sortant, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, est loin d'être un échec. Comme nous le disons, la réconciliation telle que prône la CODER, ce n'est pas dans l'intérêt de la CODER, c'est dans l'intérêt du peuple burkinabé, de la jeunesse burkinabé et de la femme burkinabé. Nous pensons qu'il y a des contentieux que nous drainons depuis des années. Et il est temps
que nous puissions évacuer courageusement ces contentieux-là. Après avoir rencontré les anciens chefs d'État, à l'exception de Isaac Zida, les plus hautes autorités du pays et diverses organisations, la réconciliation reste désormais une question purement politique selon la coalition. Loin de vouloir se substituer au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, la CODER dit croire en ses offres qui sont la justice, la relance de l'économie et la sauvegarde de la démocratie. La finalité étant d'aboutir à la tenue d'un forum national sur la réconciliation que la coalition souhaite voir convoqué par le président du Faso lui-même. En ce qui concerne notre démarche, nous sommes d'accord que certains ne soient pas d'accord avec nous. C'est ça la démocratie. Je pense qu'il faut qu'on analyse les choses de cette façon et qu'on se dise que la démocratie est un État dans lequel nous devons tous et chacun cultiver l'esprit démocratique. Depuis sa création en octobre 2016, 2 présidents se sont succédés à la tête de la coalition. Maître Gilbert Noël a succédé à la présidence de Ablassé Ouedraogo le 19 janvier 2017, 3 mois après que celui-ci l'ait dirigé. Le jeudi 20 avril 2017, c'est Rasmané Ouedraogo, président de la nouvelle alliance du Faso, NAFA, qui tient désormais les rênes de l'organisation. Sibanye Gold, entreprise sud-africaine spécialisée dans l'extraction d'or, s'est fixé un objectif de taille, éliminer d'ici début 2018 tous les orpailleurs illégaux. Comment compte-t-elle y parvenir? Marcel Farbamaroun nous apporte quelques éléments de réponse. En Afrique du Sud, l'orpaillage illégal freine l'essor du business de l'or. Spécialisée dans l'extraction d'or, l'entreprise Sibanye Gold, basée à Johannesburg, a décidé de protéger ses biens en mettant en place un important système de sécurité. Pour accéder aux cages d'ascenseurs qui vont jusqu'à la mine de Sibanye, les visiteurs doivent se prêter à une série d'essais de haute technologie. Elle consiste à tester de façon biométrique les empreintes digitales des visiteurs et peuvent les piéger une fois l'accès refusé. La conception du tourniquet avec le contrôle d'accès biométrique d'empreintes digitales, les cartes et autres moyens de sécurité ont permis d'expulser les personnes non autorisées hors des mines. L'entreprise Sibanye Gold est dotée d'une autre stratégie pour lutter contre les orpailleurs illégaux. Les employés qui déclarent aux unités de sécurité mises en place les activités suspectes se voient ainsi récompensés. Et grâce à toutes ces méthodes, dont l'investissement a atteint 200 millions de rands, Sibanye Gold espère se débarrasser des orpailleurs illégaux d'ici début 2018, devenant la première entreprise à se fixer un délai dans ce sens. Nos mines d'or se trouvent en profondeur et nous avons même des mines jusqu'à 3 km en dessous du sol. Donc notre chance, si je peux l'appeler ainsi, c'est que les orpailleurs illégaux ne peuvent se rendre que par voie souterraine. Nous avons ce qu'on appelle des cages d'ascenseurs qui sont des moyens de transport qui vous propulsent jusqu'aux mines. Donc le contrôle d'accès est très important ici. Plusieurs sociétés minières ainsi que les caisses de l'État ont respectivement subi des pertes dues au trafic illégal d'or en ventes et taxes et redevances estimées à plus de 20 milliards de rands par an. Au Mali, des centaines de manifestants exigent du gouvernement l'annulation de la dissolution de la Fédération malienne de football. Les autorités avaient pris la décision de dissoudre la FEMAFOOT le 8 mars 2017. Elle a été remplacée par un comité provisoire, une décision désapprouvée par la Fédération internationale de football Association. Reportage de Mokhtar Bari. Après la suspension de la Fédération malienne de football par la FIFA, les acteurs du football malien multiplient les initiatives pour la levée de la sanction. Meetings, marches et réunions, tout ce qui milite à la reprise des activités footballistiques est la bienvenue. Dans une lettre datée du 11 avril 2017, la CAF somme les autorités sportives maliennes à revenir sur les décisions, faute de se voir éliminés de toutes les compétitions en cours. La principale inquiétude des 13 clubs et 6 ligues qui souhaitent le rétablissement du comité dissous, c'est la déchéance prochaine du Mali de la Coupe d'Afrique des cadets, dont le pays est détenteur du trophée. Il faut nécessairement que cette situation soit décantée avant le 30. Nous sommes détenteurs du trophée des jeunes de U17. Et nous devons partir défendre ce trophée et sous la couleur du Mali. Il ne faut pas que nous soyons absents à cette compétition.
Une guerre interne entre les dirigeants de la Fédération malienne de football, des accusations de détournement de fonds et un conflit sans fin. Voici les raisons évoquées par le ministère des Sports pour dissoudre l'instance malienne de football le 8 mars 2017. Le comité de normalisation, quant à lui, cherche une légitimation au niveau des instances de la FIFA. La décision de la FIFA de suspendre le Mali a fait l'objet d'une plainte de la part du comité auprès du tribunal arbitral des sports. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que nous avons saisi nos avocats au niveau de Lausanne pour aujourd'hui attaquer cette décision de suspension de la FIFA auprès du TAS. Et le TAS a réservé une suite favorable à cette requête. Le TAS a même envoyé un courrier à la FIFA pour désigner un avocat pour pouvoir statuer là-dessus d'ici le 18 au plus tard. Et aujourd'hui, la suspension du Mali a entraîné des dommages irréparables. Le Mali a jusqu'au 30 avril 2017 pour annuler la décision de dissolution de la FEMAFOOT. Passé ce délai, le pays sera exclu par la FIFA. Cette situation met à mal l'avenir d'au moins 9000 licenciés de football malien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.